podcast Librement Linux. Bonjour, je m'appelle Cédric et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de podcast Librement Linux. Et je suis toujours accompagné de mes deux potes. Le premier, c'est Steve, 513v3, une chaîne YouTube, des rubriques. Salut Steve. Salut tout le monde, comment allez-vous ? Moi je vais bien. Et toi ça va Cédric ? Oui, ça va, merci. Et on accueille aussi, si tu veux bien, notre ami le Tux Pasquet qui tient un blog, numetiopa.fr, et puis quelques rubriques, actualités, sorties de la semaine. Salut le Tux. Hello, salut. Moi j'arrête là. Merci d'être fidèle à Librement Linux, qui est un des seuls podcasts, et oui, qui aborde les solutions libres, Linux, informatique et projets numériques au travers d'informations, de billets et d'échanges en texte. En français dans le texte, à chaque fois je le loupe celui-là. Vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve 513v3. Beaucoup de nouveautés dans ce numéro. Ouais. Bon, on change pas, hein. Vous aurez toujours le billet de Steve, l'actualité, notre sélection des sorties de la semaine. Au milieu, vous allez avoir une petite rubrique qui s'appelle C'est la récré, j'en dis pas plus. Un dossier sur, justement, le dossier temporaire et puis la conclusion. Soyez les bienvenus. Je voulais remercier Enrique de Wildbeat Music pour le générique et vous entendez, il est pile poil 20h et nous sommes le mardi 25 juin 2024. C'est magnifique les carillons comme ça en enregistrement. Comment allez-vous les gars ? Chaudement ? Non, ça va ? Ça va très très bien. Par contre, je suis en train de m'inquiéter parce que je constate que je suis sur ma batterie de portable. Putain, vous savez quoi ? Vous attendez 30 secondes, j'appuie sur l'interrupteur pour pouvoir justement allumer le truc de la batterie parce que... On t'a coupé le courant en fait, c'est ça EDF est passé. Steve n'a plus de courant, donc il va falloir aller très vite dans cette émission. Au lieu de durer 1 heure, on va durer 5 minutes. Vous entendez que je suis en train de... Allez, poivron. Appuyez sur le bouton et ça y est, je suis reviendu. Et théoriquement maintenant, ouais c'est bon. Allô, Steve, je crois qu'on a perdu Steve. Steve, t'es là ? Ouais, ça y est, je suis reviendu. Bon, c'est parfait parce que tu sais quoi ? Ça va être à toi, Steve. Librement Linux. Le billet de la semaine de Steve. On le laisse pas souffler. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de système requirement. Waouh, c'est tellement bien dit qu'en plus de ça, tu m'en fais perdre toutes mes fiches. Alors, il faut que je retrouve ma fiche comme il faut. Voilà, ça va. Je suis toujours bel et bien en train de charger sur mon PC. Oui, statut de batterie disponible, branché. Parfait. Bon, allez. Exigence du système. Voilà, dites comment ça va bien, les gars, aujourd'hui ? Chaudement. Ouais, je m'en doute un peu. Ouais, très chaudement. En fait, cette semaine, j'ai failli sortir ma carte Joker parce que pour le billet d'humeur, malheureusement, vous savez, on n'a pas systématiquement, en tout cas, une inspiration qui nous vient comme ça. Donc, la carte Joker a failli tomber aujourd'hui. Mais heureusement, mon fils, 23 ans, étudiant en développement de jeux vidéo, m'annonce tout d'un coup qu'il devra changer son matériel PC et s'aligner ainsi sur certaines exigences pour finaliser ses études. Bien évidemment, c'est qui va payer, qui va raquer, c'est YouTube. Et bim, et voilà justement un sujet qui est super intéressant d'aborder pour comprendre tout l'intérêt justement de l'open source. Par exemple, est-ce que vous le sachiez, vous, que la configuration requise pour Windows 11, pour une version pleinement supportée par Microsoft en plus, c'était donc c'était un processeur 64 bits ou SoC, c'est-à-dire, alors là je fais la parenthèse parce que justement j'avais un petit doute pour savoir ce que ça voulait dire exactement SoC, qui en anglais veut simplement dire System on a Chip. Ça veut dire que simplement c'est un circuit intégré qui regroupe plusieurs composants électroniques en une seule puce, donc c'est-à-dire processeur graphique, des mémoires, des contrôleurs d'entrée et sortie, des périphériques divers, comme par exemple les codecs vidéo, etc., etc. Donc en fait, les SoC sont couramment utilisés dans les mobiles tels que les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables. Oui, un soc. Fin de la parenthèse. Un soc que tu mets sur un socket. Oui, c'est ça, c'est SoC. C'est ça, oui. Bon, parfois, c'est vrai que vous allez constater que des fois, je ne fais pas que de l'humour de merde. Je fais aussi des recherches de fainéants avec les produits GAFAM parce qu'après tout, autant que je me serve de Gemini, par exemple, pour pouvoir trouver la définition de SoC. J'en reviens justement aux exigences de Windows 11, donc le 11, c'est-à-dire que c'était normalement pour que ça puisse être pleinement fonctionnel 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, le support de l'UEFI. Là, je refais une petite parenthèse parce que l'UEFI, c'est simplement Unified Extensible File
firmware interface. Yes, it is. My English is very good. Est une spécification qui définit l'interface entre le micro-logiciel, c'est-à-dire le firmware, et le système d'exploitation d'un ordinateur. Bon, alors je vais pas rentrer non plus dans les détails parce que c'est vrai que je constate que finalement, ça fait quand même énormément de blabla pour tout ça. Oui, On peut, en fait, c'est tout simplement qu'en fait, l'UEFI, c'est tout simplement l'évolution technologique de ce qu'était précédemment le BIOS, et donc fatalement pour que ça puisse être pleinement compatible, maintenant on est obligé de passer par l'UEFI, en tout cas pour pouvoir profiter pleinement d'un Windows 11, parce qu'on peut le faire aussi Fermez la parenthèse, fermez la parenthèse. Je ferme la parenthèèse parce que sinon sans ça je sens que je vais me faire aussi déglinguer sur les commentaires en disant de quoi tu racontes. Je vais aussi vite fait comme ça vous aborder le Secure Boot qui est en fait une des exigences qui était nécessaire. Alors ouais, effectivement, le Secure Boot c'est une fonction de sécurité qui empêche un ordinateur de démarrer à partir des systèmes d'exploitation ou des logiciels non autorisés. Et là, quand on parle de logiciels ou de systèmes d'exploitation non autorisés, est-ce qu'on n'est pas en train de parler de l'interdiction d'installer une distribution Linux si le Secure Boot est activé, pardon. C'est une question que je me suis posée et effectivement, dans le Cululu, tu peux pas nécessairement installer une distribution Linux si ton Secure Boot est activé. Il faut effacer le Secure Boot en fait. Il faut le réinitialiser, ouais. Ouais, voilà. En fait, à l'intérieur du Secure Boot, normalement dans le BIOS, tu as... Oui, je te pourris ta rubrique. Oui, t'as remarqué ça. Dans le BIOS, en fait, tu as les clés de la distribution pour que seul le BIOS ait l'autorisation de démarrer avec cette distribution. Plutôt l'inverse. Mais justement, si tu effaces les clés ou si tu ajoutes la clé de ta nouvelle distribution, normalement, tu peux démarrer après sur ta distribution fétiche. Alors... Après, tu peux démarrer sur ta distribution fétiche, mais si tu as par exemple une carte graphique Nvidia, oui. Et ben là, c'est la merde. Ah merde, c'est pas vrai. Parce que derrière, la clé qui est générée par ta distribution fétiche pour l'autoriser au niveau des Secure Boot ne prend en compte que des drivers open source. Donc si tu utilises des drivers Nvidia propriétaires, et ben tu l'as dans l'os. Voilà. D'accord. Okay. Eh bien, merci Steve pour cette rubrique. Allez, je vais essayer de condenser. Alors, en fait, on a aussi le TMP qui est le Trusted Platform Module. En fait, c'est tout simplement une puce qui peut être utilisée pour stocker des clés de cryptographiques, et effectuer des opérations sécurisées. Alors, bien évidemment, je pourrais vous parler de ça, mais je vais simplement fermer cette parenthèse principale pour ne pas non plus vous saouler avec tous ces termes techniques, parce que concernant la compatibilité des CPU avec Windows 11, on avait en fait un minimum, c'est-à-dire soit un dual-core, ce qui est pas trop mal, mais Microsoft fournit une liste de processeurs officiellement compatibles. Il faut obligatoirement que les processeurs du PC soient sur la liste pour être éligibles à l'installation du nouveau système. Alors là, on est d'accord, on aura droit à une liste aussi longue que le rouleau PQ pour les processeurs Intel, AMD, ARM. Ok, mais bon, si vous faites partie de ceux qui ne voient pas son processeur apparaître dans la liste, eh bien c'est dans le cul Lulu. Voilà, tout simplement. Il s'agit essentiellement par exemple. Il y a des Cyrix aussi ? Non, je pense pas, malheureusement, que les Cyrix soient en tout cas dans la liste. J'ai pas vérifié, je t'avoue, franchement, mais bon, ça me semble tellement ancien. Donc, voilà, s'il te plaît. Enfin, soit, je vais terminer, les gars, sinon sans ça on va déborder, ça va faire 2 heures de podcast. Il s'agit essentiellement des processeurs Intel de 8e génération qui sont naturellement les mieux, en tout cas qui sont les bienvenus en tout cas, ou les plus récents, par exemple les Ryzen 2000 par exemple. Mais Microsoft a toutefois fait évoluer sa position pour intégrer certains processeurs Intel de 7e génération selon les appareils. Alors, vous avez donc besoin de 64 Go d'espace de stockage, comme je le disais tout à l'heure, 4 Go de RAM, et pour justifier cette liste assez restreinte, Microsoft met en avant des arguments de fiabilité et de sécurité, c'est-à-dire le fameux TMP dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors oui, on va arrêter tout de suite de gueuler comme la femme qui passe en mode hystérique parce que je parle de ma femme bien sûr, parce que j'ai eu le malheur de rentrer avec mes chaussures toutes dégueulasses. Qu'on le balance au bûcher, il y a encore des braises toutes chaudes depuis Jeanne d'Arc. En soufflant un peu, ça va reprendre. Alors c'était pas Maurice parce que malheureusement il était pas disponible, le pauvre. Donc c'est moi qui me suis imité tout seul, bien évidemment. Alors oui, les amis, il est possible d'installer bien sûr Windows 11 ou 11 sur un PC qui ne suit pas les recommandations Microsoft. Je suis entièrement d'accord avec vous. En revanche, à ce stade, la firme ne garantit pas la disponibilité des futures mises à jour et des fonctionnalités de sécurité. Alors là, sur le coup, Cédric va me demander: ah, mais alors, pourquoi tu parles des exigences matérielles pour Windows 11 alors que la version 12 est sur les starting blocks ?
C'est une excellente question, le texte masqué. Très pertinente et ça tombe super bien. J'allais dire, Maurice est revenu. Et ça tombe super bien parce que ça me permet de faire justement cette transition parce qu'effectivement, Windows 12 est prévu pour 2024, c'est-à-dire si vous savez bien calculer sur vos doigts cette année, et sa configuration matérielle requise, à ce que l'on sait bien sûr, parce que ce n'est jamais que des supputations, exigera un minimum de 4, 8 ou 16 Go de RAM, rien n'est moins sûr. Voilà, 64 Go de stockage, un processeur dual-core, 1 GHz, 64 bits, et ça demandera aussi la prise en charge de l'UEFI, le Secure Boot et le TMP 2.0. Et en plus de ça, on ajoutera qu'il y aura très probablement l'exigence de DirectX 12, c'est-à-dire que si je ne me trompe pas, cela voudra dire que certaines de vos anciennes cartes graphiques ne sera plus qu'à mettre sur les étagères à côté des squelettes de dinosaures. Une connexion Internet, bien sûr, et un compte Microsoft seront nécessaires pour la configuration initiale. Je termine très vite. On est le côté obscur de la force. On fait un quoi sur Windows aujourd'hui? Alors, je vous explique pourquoi est-ce que j'en viens à ça. Tu vas voir. Attends la tombée. J'attends la chute. Alors, côté prix, il y a quelques rumeurs concernant un hypothétique abonnement, comme le fait déjà pas mal d'applications comme la suite d'Adobe ou leur suite Office, bien évidemment. Mais à ce jour, il n'y a aucune preuve de cela. Il est donc plus sûr de supposer que Microsoft offrira Windows 12 comme une mise à jour facultative gratuite similaire à ce qu'ils avaient fait précédemment avec Windows 11. Cela signifie que les utilisateurs avec une licence valide pour Windows 11 ou peut-être même Windows 10 seront peut-être en mesure de pouvoir passer au dernier système d'exploitation sans coût supplémentaire. Par contre, pour ceux qui souhaitent d'acheter une copie autonome, bien sûr, de Windows 12, eh bien, Microsoft s'alignera certainement sur les modèles de prix de son prédécesseur. En fait, cela voudrait dire que, par exemple, pour une version Home, ce sera $139. Pour une version plutôt Pro, on tournera à $199 ou plus. Et, bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais il existe aussi le marché gris, qui vous permet de trouver des licences à prix complètement explosé, bien sûr. Donc, pour le moment, la couleur grise, c'est bien pour le moment. Alors, ok. Et là, sur le coup, vous êtes tous en train de me poser, et vous l'avez déjà devancé pas mal, les gars, pourquoi je fais un billet d'humeur sur Windows? Attends, petit WeCity, j'en viens, c'est toujours dans la conclusion que le twist arrive. Reste patient. J'ai passé le reste de mon après-midi sur le canapé à regarder des émissions de télé-réalité d'un œil et de l'autre côté à compiler quelques distributions populaires et leur configuration minimale nécessaire. Et en conclusion, finalement, excepté la nécessité de désactiver ce fameux Secure Boot, il ne vous faut rien pour profiter de votre PC, c'est-à-dire 2 ou 4 Go de RAM, 15 à 25 Go d'espace disque. Il est souvent recommandé naturellement de démarrer en mode UEFI, mais beaucoup de distributions supportent encore ce que l'on appelle le Legacy BIOS. Et cela a des performances égales, sinon supérieures, si les Windows avaient permis leur exploitation sur du matériel qui date. Alors conclusion, ouais, bien sûr, Windows c'est bien, c'est populaire, c'est tellement répandu qu'il fait de l'ombre aux alternatives gratuites, aussi bien qu'en tant que OS, que aussi du côté des logiciels. Alors c'est soutenu par de grandes marques bien sûr, mais nous les consommateurs, il faudra à un moment donné ou à un autre mettre la main au portefeuille bien évidemment pour profiter de ces innovations révolutionnaires tout en acceptant de fournir nos données personnelles compilées, digérées et rendues pour créer ensuite le profit inutile. Et donc je recommence ma phrase, pardon. Donc digéré et rendu pour nous créer ensuite un produit totalement inutile et donc, ouais, bien sûr, ce sera indispensable. Exactement. C'est tout pour moi. Je sais que c'était long, dur, mais voilà, c'est tout pour mais moi. jamais quand c'est long et dur, surtout provenant de toi. Merci Steve. Allez, je sors. Ouais, non, mais j'arrive, le tug, j'arrive. Je sors aussi. On va te laisser seul sur le coup. Alors, pour en revenir sur ton billet, je mets au défi quiconque d'avoir une machine avec 4 Go de RAM et 64 Go d'espace disque pour maintenir un Windows 11. Aujourd'hui, c'est quasi impossible. Moi, j'ai ma DSI m'offre des machines Windows avec 2 Go de RAM pour faire du VPN et des choses comme ça. Mais c'est insoutenable. Je suis d'accord avec toi. Non, mais 4 gigas, c'est 8 gigas en fait. Il faudrait 8 gigas. Il faudrait 8 gigas, on est d'accord. 4 gigas, tu fais rien, tu allumes la machine et tu reviens le soir et tu peux enfin travailler. Le pire, c'est qu'ils me mettent un vCPU. Non, mais ils sont complètement malades.
sont complètement malades. Bon, bref, ça c'est les DSI. Attention à pas confondre TMP, qu'on en parlera à la fin de cet épisode, et TPM. C'est la puce TPM. TPM, comme TPM. C'est vrai, oui. c'est vrai. TMP, c'est le truc de wattage de la température. Oui, c'est autant pour moi. Oui, non, pas de souci, c'est bon, je te blâme pas. Par C'est ma contre, dyslexie. je suis outré qu'il soit nécessaire d'avoir une connexion Internet aujourd'hui pour faire fonctionner un système d'exploitation. Ça devrait pas être une obligation. Je comprends pas. C'est en tout cas pas une obligation, en tout cas encore aujourd'hui quand tu fais un Windows 10, enfin une réinstall de Windows 10 ou 11. Ah non, je crois que le T'as 11 c'est essayé? obligé, je pense. Ouais, t'as essayé avec Non, 11? tu peux le faire offline. Hein. Moi, je l'ai déjà fait offline. 11, je crois Ouais. que Tu peux faire c'est plus faisable de mémoire. Non, mais moi, faut que tu la démarres avec la connexion activée et puis après, moi, je retire le câble. Ouais, mais t'es obligé de créer un compte quand même, donc t'es obligé d'avoir une connexion Internet. Non, j'ai pas de compte. Je suis en compte local. T'es en J'ai pas mode de compte, admin, enfin tu t'es mis un petit... j'ai un compte admin local, non Microsofté, et puis j'en ai rien à foutre de Microsoft. Évidemment, tu m'étonnes. Mais bon, après, c'est la machine du boulot, donc je m'en fous aussi. C'est clair. Et autre point, alors attendez, je suis en train de regarder en même temps autre chose. Et enfin, les mises à jour. Pourquoi je voulais parler de mise à jour? Ah oui, mise à jour. Non, je sais plus pourquoi je voulais parler de mise à jour. Ouais, parce que les mises à jour Windows, elles nous gavent, elles se prennent une plombe, elles font redémarrer l'ordinateur pendant 10 minutes, alors que Elles les sont mises à jour imposées. Linux, je n'ai jamais eu de problème de lenteur d'installation ou de lenteur de redémarrage après une mise à jour d'un noyau Linux. C'est pas faux. C'est vrai. Et oui, et surtout là ce matin, donc j'ai démarré un PC qui était super lent et tout ça, et quelqu'un à côté s'est trouvé intelligent en me disant « Non mais c'est normal, Windows est en train de se mettre à jour. » Non mais attends, là ça fait 15 minutes que j'attends. Bah, non, C'est juste insupportable. J'avoue. Non, mais en plus, le pire, c'est que tu as déjà... tu perds du temps à l'extinction, donc ça met une plombe à s'éteindre quand il y a des mises à jour, et tu perds du temps en plus à l'allumage. Ah ouais, bien sûr. Donc tu perds du temps le soir quand tu pars. Parce que bon, Windows, j'imagine que vous l'avez tous qu'au boulot, hein, vous l'avez pas à la maison. Enfin, moi qui est à la maison, Tu perds dans du le PC temps. du boulot. tu perds du temps quand tu éteins ton ordinateur, parce que il met du temps à s'éteindre, et puis quand tu arrives le lendemain matin, il met ton du PC temps à s'allumer. Oui, ça faisait déjà un petit moment que j'étais en train de l'allumer. celui-là. Ouais, mais celui-là, il existe C'est après plus, la mise ce à PC-là. jour. Et enfin, Son Windows, ils ont évolué depuis. Hein. les Il faut remettre systèmes... à jour les jingles. Ouais, c'est ça. Oui, pardon. Les systèmes d'exploitation, tu dis, ouais, il faut à peu près entre 2 gigas, voire 8 gigas, etc. Non, là, j'ai testé une distribution où il m'a fallu que 512 mégas. Tout à fait. Je suis entièrement 512 d'accord. mégaoctets. Et elle fonctionne à la distribution. Oui, Alors oui, il n'y a oui. pas de bureau, il n'y a pas rien du tout. Et alors, attends, le programme, enfin, la distribution, une fois installée, justement, j'étais en train de vérifier ça parce que j'avais un doute, elle fait 34 mégas. Oui, 34 je mégas. suis entièrement d'accord. En fait, je faisais justement référence aux distributions les plus populaires qui ont fin de compte Alpine Linux. Alpine les plus Linux. séduisantes pour le public Ah, qui voudrait oui. faire une transition, Ouais. tu vois. Donc, Ouais. je fais allusion à Manjaro, Mint, Ubuntu, etc., etc. Mais Ouais. oui, bien Mais évidemment, dès que tu mets par exemple un bureau GNOME, là tu montes tout de suite à 4 Oui, gigas on est d'espace d'accord. occupé. on est d'accord, tout à fait. On a des choses hyper light et qui sont vraiment hyper bien aussi. Oh, tu prends du XFCE, du LXQT, Oui, même du du Light, Cinnamon ou du Mate. C'est des environnements qui prennent assez peu de RAM. Ouais, tout à fait. Une machine à 4 gigas, t'as largement de quoi faire tourner plein d'applications, 25 onglets ouverts dans Firefox sans que tu passes en swap. Oui, Ouais. tout à fait. Eh bien merci pour ça. Eh bien on va pouvoir clôturer cet épisode. Ah non pardon, encore plein de choses à voir. Bon, aujourd'hui c'est spécial Windows. Hein. Ah oui, je pense que ouais. Non, c'est bon, on en a passé 20 minutes dessus, on peut passer à autre chose maintenant. Bon, maintenant parlons de trucs plus Alors triviaux. ne loupez pas dans quelques instants après les actualités, donc la nouvelle rubrique de Steve qui s'appelle C'est la récré, suivie de notre sélection de sorties de la semaine et notre dossier à la fin concernant les dossiers TMP. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Vous verrez ça, c'est magnifique. Mais tout de suite, on va passer à l'actualité. Librement Linux. À vous, Cognac. L'actualité. Et le Tux, tu vas nous parler de conversation contrôlée. Tu vas nous parler de messagerie WhatsApp, Facebook, Messenger, Google Messages, Instagram, Allvid, Skype, Ouais, Telegram, Viber. Je vais surtout vous parler de
de gens qui veulent légiférer et encadrer un peu tout ça. Donc en fait, les conversations, comment t'as dit, conversations surveillées ou je sais pas quoi. Contrôle des discussions. Contrôle des discussions. Ouais, mais en fait, tout ça, ça fait référence à un terme anglais, hein, excuse-nous pour l'anglais. Allez, je vous écoute, les gars. Cédric. Donc en fait, il y a une loi qu'on a renommée, que les journalistes ont renommée Jack Control, qui est un peu une arlésienne au Parlement européen, quoi, en tout cas au niveau de l'Europe, qui vise à essayer de pouvoir déchiffrer ce qui se passe dans les conversations chiffrées de bout en bout qu'on utilise tous actuellement, que ce soit WhatsApp, Signal ou ailleurs. Il y en a tellement que j'arriverai même pas à les citer toutes ce soir. Telegram, même Skype, Viber, Wirk, eMessage, même Instagram, je ne savais pas que ça chiffrait de bout en bout aussi, quoi. Voilà, tous ces trucs-là, ils utilisent du chiffrement de bout en bout. Même les SMS qui sont pas chiffrés. En fait, aujourd'hui, les SMS, t'as un nouveau protocole, c'est le RCS. RCS, ouais, c'est ça, qui permet d'avoir des messages SMS chiffrés. Mais il passe pas par le réseau. Non, ça passe par Google. Ouais, ça passe par Google. Ça passe par Internet. Ouais, ça passe par Google. Et vu que ça passe par Google, étant donné qu'il connaît ton identité, même si toi t'as pas enregistré ta photo dans ton téléphone ou tes coordonnées, eh ben le destinataire, pourra recevoir ta photo et tes vrais entre guillemets tes coordonnées, ton nom et ton prénom. Voilà. C'est magnifique. Donc en fait, nos chers représentants et chefs d'État et surtout agences de sécurité, ça les insupporte, ce chiffrement de bout en bout et tout ça. Et donc en 2022, ils avaient déjà essayé de présenter une loi, un article dans un texte de loi qui était but d'établir des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur les enfants. Ils avaient proposé de créer, de demander aux messageries chiffrées de créer des backdoors uniquement pour les services secrets pour pouvoir espionner et savoir si on échangeait des contenus pédopornographiques. À l'époque déjà, ça avait pas été jusqu'au Parlement européen, ça avait été retoqué au niveau de la Commission européenne. Mais ça n'était que partie remise. Depuis quelques mois, en fait depuis presque 6 mois, actuellement c'est la Belgique qui est à la tête de l'Europe pour 6 mois. Donc ça se termine au 1er juillet. Et puis il y a un député au Parlement européen belge qui a relancé un peu le sujet et qui visait à faire une loi. Mais alors comme la première fois, on voulait pas... on n'a pas donné l'autorisation de créer une backdoor, là il a trouvé une autre solution, donc des experts et tout ça se sont réunis et ils ont dit on va faire un nouveau truc, alors plutôt que d'essayer d'avoir une backdoor, on va mettre un filtre à l'entrée en fait, avant que ça soit chiffré, on va tout analyser et tout surveiller et puis c'est comme ça qu'on va choper les contenus pédopornographiques. Et voilà. Bon, après, faut s'avouer un truc, c'est que certes, pour combattre une chose ignoble, on veut mettre en place, on sert de justificatif cette lutte-là, mais ce n'est qu'un justificatif pour pouvoir surveiller l'intégralité des échanges qui se font, qu'on peut pas, sinon peuvent pas surveiller comme à l'époque où on pouvait faire des écoutes téléphoniques assez facilement. Donc ils ont représenté un texte de loi, ils en ont discuté, derrière le lobby des messageries chiffrées, Signal, la fondation Mozilla, même Facebook et les GAFAM et tout ça, ils ont dit non, on veut pas de ça, là si vous mettez un truc en place, c'est la surveillance généralisée et tout ça. Et donc... Oui, pardon. Et donc, avant qu'il y ait une loi qui soit déposée, il faut que ça passe en arbitrage à la commission des lois, ou un truc comme ça, en termes d'européens. Et donc, là, cette semaine, ils se sont réunis, et le projet a été retoqué. Mais faut pas crier victoire tout de suite, parce qu'en fait, on s'est vu, il y a eu déjà une première tentative en 2022, là on est en 2024, 2 ans plus tard, on est en réessai. Je suis sûr que d'ici 2026, on aura encore eu de nouvelles tentatives pour briser le chiffrement de bout en bout qui font chier tous les services qui veulent nous espionner. Ouais. Encore une histoire de Belge, tout ça. Mais oui, bien sûr. Eh oui, comme par hasard, hein. C'est une blague belge. Ils reviennent quand, en 2026, les Belges, à la gouvernance? Non, c'est dans 13 ans. Ah, bon, on est sauvés. Ça va. Ouais.
Ils auront peut-être le temps, entre-temps, d'élire un gouvernement. Bon, bref. D'ici là, il y aura eu d'autres... Il y aura eu des États avec des gens un peu plus totalitaires à leur tête. Ah, ça va être bien, ça. On va pas s'ennuyer. Ils vont essayer d'infléchir. Surtout que d'autant plus qu'aujourd'hui, on a un Parlement européen qui a été complètement remanié il y a peu, avec des poids politiques qui se sont un peu équilibrés vers un autre centre. Oui, c'est ça, le centre droit. Oh les gars, on va encore se ramasser des commentaires, on va arrêter là. Ah les gars. non, c'est pas une critique, c'est une observation. On n'a pas aimé. Voilà. Tu vois, je pense qu'on va être un des seuls podcasts à surtout dire vous votez ce que vous pensez. Voilà. On ne donne aucune consigne. Voilà. Bref. D'accord, oui. Donc, à surveiller chaque contrôle, c'est le nom qu'on lui a donné à ce truc-là. Peu importe la solution technologique qu'ils vont nous inventer, ça risque de tomber. Ok. Ouais, je m'en fous, moi j'ai rien à cacher. Non, généralement c'est la phrase qu'on sort, oui, quand on n'a rien à cacher. Et généralement, quand on me sort cette phrase, je fais bon, bah, très bien, tu peux me passer ta boîte mail vu que t'as rien à cacher. Là, déjà, on a au moins une personne sur deux qui tique. Bah non, pourquoi ? Bah t'as rien à cacher, je veux voir tes correspondances. Ouais, mais non, mais ça c'est mes correspondances, c'est de l'ordre privé. Ouais, bah justement, tes correspondances, c'est de l'ordre du privé. Et ceux qui restent, donc qui n'ont rien à cacher, qui me laissent accéder à leur boîte mail, ben j'essaie de les faire parler pour savoir sur quel site ils sont enregistrés. Et là, je demande la récupération du mot de passe. Ah bah non. Ah bah si, t'as rien à cacher. Ah ouais, mais non, mais là, t'es en train de me pirater. Non, t'as rien à cacher. Donc, tu partages avec moi tous tes secrets. Voilà. On a toujours quelque chose à cacher. Oh, mais après, il y a une liberté fondamentale, c'est le droit à la vie privée. C'est ça. Voilà, c'est juste dans la Constitution, dans les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à la vie privée. Voilà. Mais ce droit à la vie privée, en Chine, par exemple, faut l'oublier, quoi. En Russie, pareil, je pense que tu l'oublies. Non, faut pas dire ça. RIP RIP à France Inter. Voilà, c'est tout ce que je dis. Pardon. Sujet suivant ? Oui, sujet suivant. Oui, on va parler d'autre chose. On va se faire des amis encore. Ouais, je sens ça. Non, on ne fait qu'un constat. Voilà, les podcasts Oui, de France, de France Inter et notamment de Radio France a été retiré du Play Store de l'Apple en Chine, tout à fait, parce qu'il y avait un podcast qui traitait du gouvernement chinois. Et puis une information toute fraîche d'aujourd'hui, Libération, Le Monde, LCI, CNews, BFM et tout ça, ils sont interdits en Russie. Ah, mais c'est normal. Là, je vous ai fait qu'une petite liste, tout ça, mais c'est pas les seuls. Hein. Il y a plein d'organes de presse européens qui ont été interdits. Il y a 82 organes de presse qui ont été interdits en Russie. Et qu'en est-il de Gérard ? Et de la RTBF, tu voulais savoir ? Non, Gérard, je sais pas. Depardieu. Oui, voilà. Ah bah lui, il doit être bien avec Poutine. Je sais pas. Ouais, bien évidemment. Bon allez, ça va déraper. Justement, on va parler des Russes. Ouais, voilà, c'est ça, c'est la transition. Le logiciel antivirus russe, c'est pas facile à dire. Le logiciel antivirus russe est interdit aux États-Unis. Devinez qui c'est ? C'est Kaspersky. Il y en a qu'un, Kaspersky, voilà. Donc en fait, c'est Washington. Ils avaient déjà interdit il y a quelques temps, je crois que c'était en 2017 ou je sais plus exactement quand, d'utiliser dans toutes les agences gouvernementales l'antivirus Kaspersky, parce que Kaspersky, c'est à la tête, c'est des Russes, et donc ils sont sûrs, les Américains, qu'il y a une connivence entre l'État russe et la solution officielle pour pomper des informations et renvoyer tout ça au Kremlin. Et donc là, cette fois, ils vont beaucoup plus loin. Donc les agences gouvernementales, tout ça, c'était interdit, mais en tant que particulier, particulier américain, tu pouvais encore utiliser Kaspersky. Et là, c'est fini. T'as plus le droit d'utiliser Kaspersky. Même pour les entreprises qui travaillent avec les Américains, ils n'ont plus le droit d'utiliser Kaspersky. Voilà. Alors les entreprises, elles ont 2 mois pour se mettre dans les clous, pour trouver une autre solution alternative. Si possible, Norton, Bitdefender, McAfee, c'est que des Américains. mais en tout cas, plus de Kaspersky. Voilà.
Bon, après, c'est bien Kaspersky faisait un retour, on vous l'avait annoncé il y a quelques semaines, en force sous Linux pour proposer un anti-malware. Un anti-malware sous Linux, ouais. J'étais pas pour. C'est qu'ils sont bien, ces Russes. Hein. Finalement, pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur eux? Ils sont tellement sympas. C'est ça, ils ont des logiciels robustes, réputés, voilà. C'est la main de fer dans un grand velours. Dans quelle mesure Kaspersky, parce que c'était c'est un hoax, mais on disait que, je sais pas si vous vous souvenez, mais que McAfee, en fait, il créait des virus pour pouvoir vendre son antivirus. Tu te moquerais pas un peu de Steve, là? Je crois que c'était de l'ordre privé, ça, non? Ah oui, merde, pardon. Et en fait, c'est ce qui se balançait comme information dans les années 2000, au moment où McAfee était une solution leader là-dessus. Alors, c'est complètement faux, il n'y a rien du tout qui permet d'étayer cela, mais est-ce que Kaspersky ne crée pas des virus pour après les analyser et nous dire attention? Je pense que Pfizer a inventé le Covid pour diffuser après son vaccin et le vendre. Ouais, je pense aussi. Pour relancer la branche pharmaceutique et machin. Et puis en même temps niquer la Chine en disant que c'était eux les coupables. Bon, alors ça. Les gars, on va faire un truc à l'envers. Dans quel pays vous croyez qu'on risquerait encore d'être diffusable? Parce que finalement, on va faire plutôt dans le sens inverse. Groenland. Là, on est carrément, on va être grillé dans tous les pays, c'est pas possible. Non, on parle pas d'Amérique latine, on va aller en Amérique latine. En Argentine. Même la tablette, elle se déconnecte. Elle en peut plus. Alors là, on va nous taxer qu'on a un discours politique, que c'est insupportable de nous écouter et tout ça. Voilà. Bon, bien. On va s'équiper de processeurs Cyrix, vous aurez compris, avec une distribution bien française, je sais pas encore laquelle. Peut-être Thomson va ressortir leur OS. Bon, on va aller chercher, on va déterrer Mandrake. Mandrake, oui. Bon, bref, allez, avant de refaire l'histoire, on va enchaîner avec la nouvelle rubrique qui s'appelle C'est la récré. Librement Linux. Ouais, c'est la récré. C'est la récré. Oui, j'ai pas eu le temps. Il m'annonce 2 minutes avant le début de l'émission, il y a une nouvelle rubrique. Ah bah oui, il n'y a pas de générique. Donc, il va nous parler de gaming. Mais tu me fais que des titres en anglais. Du jeu sous Fedora. Non, en fait, je fais simplement référence à un site sur lequel vous avez justement un article très détaillé sur le gaming, essentiellement sous la distribution Fedora. Alors, bien évidemment, cet article le site s'appelle Fedora Magazine. Et oui, exactement. C'est ça, en fait? Mais oui, c'est Fedora Magazine. C'est Fedora Magazine. Alors, c'est Fedora qui promeut le jeu sur Fedora. Rassurez-vous, les loulous, en fait, en vérité, ce genre de procédure existe et enfin, ce genre de procédure est applicable sur d'autres distributions. Donc, c'est simplement une façon de pouvoir privilégier un petit peu le gaming sous Fedora, parce qu'en fait, il n'y a pas que sous Arch Linux ou sur Ubuntu ou sur n'importe quelle autre distribution orientée gaming qu'on peut jouer. On peut aussi effectivement jouer sous Fedora. Alors, fatalement, moi, si on avait vraiment, la raison pour laquelle on avait vraiment eu envie j'ai eu envie plutôt d'aborder le sujet du gaming, c'est déjà de 1, parce que c'était tellement technique tout ce que vous racontiez, les gars, qu'à un moment donné, je disais, à part mon billet d'humeur, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Eh ben voilà, je vais vous parler de gaming parce que c'est ma petite passion comme ça, j'adore ça. Et puis en même temps, de l'autre côté, c'est parce qu'il y a eu une petite demande d'un auditeur qui nous a dit, voilà, pourquoi ne pas aborder des sujets autour du gaming? Ce serait assez sympa. Et t'as une très très bonne idée, donc la raison pour laquelle justement je prends la balle au rebond et je te parle de tout ça. Donc pourquoi? Pas tout simplement parce qu'en réalité la scène du gaming prend de plus en plus de place aussi du côté de Linux, et essentiellement grâce à l'avènement, en tout cas à l'explosion de la Steam Deck il y a quand même quelques années. Il faut quand même bien comprendre que la Steam Deck tourne sous un environnement, sous une distribution orientée Arc, donc fatalement ça veut dire que on a là ici la société Valve de Steam qui justement travaille énormément pour pouvoir rendre de plus en plus de jeux compatibles grâce à ces couches Proton, etc., etc. Donc en fait voilà, c'est simplement en fait un article bien détaillé qui en fin de compte vous propose les différents launchers que vous pourriez installer, qui sont d'ailleurs en plus de ça tous installables sur d'autres distributions. Je fais
allusion par exemple au launcher Steam qui est le plus connu. Par exemple, on a aussi Heroic Game Launcher, Lutris, on a Mini Galaxy dont je parlerai un tout petit peu plus tard dans le podcast. Il y a aussi effectivement les possibilités avec des bottles, comme ils appellent ça, c'est pour certains jeux qui en fait sont un peu plus soit plus anciens, soit plus compliqués à pouvoir justement faire tourner parce que malheureusement les launchers natifs ne sont pas en mesure de pouvoir justement maîtriser l'entièreté, en tout cas rendre le jeu performant à 100%. Il parle aussi bien évidemment de Wine, de protocole de compatibilité Wine, de Proton qui lui appartient cette fois. Donc en fait Wine et Proton c'est en fin de compte pratiquement la même maison puisque d'un côté Wine c'est totalement indépendant et fatalement Proton c'est justement Valve qui a récupéré le protocole Wine pour justement après le mettre à sa sauce pour le transformer en ce qu'on appelle le Proton par exemple. On parle aussi de l'OBS, donc c'est-à-dire l'OBS, vous savez, le truc machin bazar qui vous permet de faire du streaming, hein, donc voilà, etc. Le truc machin bazar, le mec quoi. Bref, cet article est vachement complet et je pourrais effectivement, là j'ai passé 3 pages à essayer de résumer ça, mais je pense que très sincèrement, vous parler de ça et de vous assommer de ce genre d'informations, ça risquerait sincèrement d'alourdir davantage le podcast, mais vraiment, c'est un article qui vaut vraiment la peine de s'y pencher et que bien évidemment, vu que cet article est chapitré, ça veut dire que même si vous voyez des lignes de commande qui sont destinées à Fedora, vous pourrez très bien effectivement retrouver... J'aurais peut-être dû dire la distribution Fedora, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Je rigole parce que les gens sont tellement habitués à du Discord où c'est la merde pour trouver des infos que quand vous tombez sur des sites où c'est assez structuré et que vous avez des lignes de commande, vous vous demandez « Oh, mais c'est vachement fait !» Ouais, ça s'appelle un site internet, en fait. C'est ça. Et en plus de ça, en fait, faut savoir que chaque commande, il y a la commande Fedora pour installer depuis les dépôts Fedora et vous avez aussi une commande Flatpak qui est utilisable sur quasiment toutes les distributions qui prennent en charge le format Flatpak. Ouais. Et la mise en page est tellement bien expliquée que finalement, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que chacune des applications que vous souhaiteriez installer, soit essentiellement via la ligne de commande, eh bien vous pourrez très facilement la retrouver tout simplement en tapant peut-être sur votre moteur de recherche installation de Lutris via sous Ubuntu par exemple, et vous aurez effectivement à ce moment-là l'équivalent tout simplement. Et donc c'est vraiment très, très utile. Autrement, vous installez Fedora et puis voilà, vous posez plus la question. Alors Fedora est mieux que Arch parce que je te rappelle que Arch a une interface graphique qui est carrément qui est simpliciste, simplissime au plus haut point, que Fedora est assez fourni, est assez complet pour les utilisateurs. Un embarque GNOME qui prend 4 Go de RAM. Non, alors je te rejoins pas, elle prend exactement 700 mégas de RAM. C'est toi qui nous annonçais 4 Go tout à l'heure. Non, sur disque, pas en mémoire. Sur disque, c'était la RAM. Non, là, en RAM, elle prend 700 mégas, ouais. Bref, les loulous, juste à savoir que finalement, le gaming sous Linux, si vraiment on se prend la peine de s'y pencher un tout petit peu, eh bien, vous pourriez éventuellement, d'une façon totalement indirecte ou directe, participer justement à l'évolution et en tout cas à la possibilité que la plupart des jeux soient de plus en plus, que les développeurs aient envie simplement d'attirer cette attention vers Linux, tout simplement, parce que je trouve que c'est tout à fait important de laisser un tout petit peu de côté, enfin pas de laisser de côté Windows, mais en tout cas de faire kiff pareil, parce que je pense que c'était aussi méritant, sinon mieux par moment. Dans certains cas de figure, certains jeux sont plus performants sous Linux. Je l'assume. Merci beaucoup. Alors attention, cet article ne parle pas de Lutris, donc ça peut être un manque, mais c'est pas grave. Attention également, si vous utilisez la traduction en français, pour ceux qui n'arriveraient pas trop avec l'anglais, des fois il y a certaines traductions, notamment sur les lignes de commande, qui mettent en majuscules certains mots. Donc là, ça passera plus du tout. Donc n'oubliez pas de repasser en VO si vous voulez recopier les commandes, ça vous évitera de galérer pendant 3 heures. Voilà le complément d'infos que je voulais vous apporter. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci d'avoir fait référence à Fedora, même si je crois que ce soir j'ai été spécialiste pour te savonner tes interventions. Ouais, c'est comme d'habitude, c'est pas que t'es un spécialiste, c'est que c'est finalement dans ta nature. Oh mais j'aime bien savonner. Très bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire un retour sur le salon Matrix, sur cette rubrique, si vous voulez que Steve traite
d'autres infos côté gaming, mais je pense qu'il en a plein sa besace. Mais pourquoi pas, et échanger directement avec Steve sur le salon Matrix. Ouais. Yeah. N'hésitez pas. Vous avez vu, il est enthousiaste. Oui, tout à fait. C'est vrai en plus, non. Si, c'est vrai. C'est vrai. Bon, super. Eh ben, on va passer aux sorties de la semaine. Librement Linux, les sorties de la semaine. Il y a un peu de tout, il y a un peu de Steve, il y a un peu du Tux, mais le Tux va d'abord nous parler de Handbrake et de Firefox. Oui, bon, je vais pas en parler longuement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais pour juste vous annoncer que Handbrake sort en version 1.8, donc Handbrake pour ceux qui ne me remettraient pas le doigt dessus et qui ne savent pas qui c'est. Handbrake, c'est un logiciel qui permet de faire du transcodage vidéo, qui est bien pratique, avec une interface utilisateur assez simple pour appeler des profils déjà préétablis si on s'y connaît pas. Firefox sort en version 127. Alors, il propose pour cette version 127 une fonctionnalité qu'on va dire vite fait sous Windows, puisqu'on a commencé ce podcast avec Windows, on va continuer, où on peut lancer Firefox automatiquement au démarrage de Windows. Il y a une option qui permet de l'ajouter facilement. Et puis, on a déjà suffisamment parlé de Windows, donc on va parler de Linux. En fait, sous Linux, ils introduisent une fonctionnalité que je trouve assez intéressante pour limiter le suivi avec le fingerprinting de votre navigateur, qui est que aujourd'hui, que vous ayez un Firefox 32 bits ou un Firefox 64 bits, il annoncera que c'est du 64 bits tout le temps. Donc, ce serait marrant qu'il annonce du 16 bits en fait. Mais après, c'est en gros, plus on est commun, la config est commune avec moins de personnalisation, plus l'empreinte ressemblera à celle des autres. Après, il existe des add-ons que vous pouvez rajouter à Firefox pour mentir justement sur le type de navigateur, le type d'OS ou des choses comme ça. Ouais. Très bien. Voilà, donc... Ouais. Rien d'autre à ajouter ? Non, sur Firefox 126 et 127, il n'y a rien d'autre. Maintenant, je crois qu'on va laisser la parole à... Oui. On va parler de jeux avec GOG. Dis, t'as un train à prendre ou quoi, là ? Non, c'est parce que je vois le compteur tourner en fait, c'est pour ça. Ouais, parce qu'il se dit après, il n'aura pas le temps de faire son super dossier. Mon temporaire, il va être très temporaire, tu vas voir. Alors, d'accord, en fait, moi j'ai simplement vite fait vous parler de GOG, simplement le client, le launcher Mini Galaxy, qui est tout simplement GOG, vous savez, c'est le launcher que vous connaissez sous Windows. Et bien, Mini Galaxy, c'est simplement l'équivalent sous Linux. Alors, c'est très simple, Mini Galaxy vient d'être mise à jour avec sa version 1.3. Avec quelques petites corrections de bugs, donc je vais vous épargner justement la technicité, mais en fait il est très très simpliste. Il est rempli en plus de ça de fonctionnalités, ce qui va vous permettre de vous connecter, de télécharger vos jeux, de les mettre à jour bien sûr, d'installer les DLC si nécessaire, et d'installer effectivement les jeux qui normalement sont supposés se jouer sous Windows, et cette fois-ci il va gérer la couche Wine et plus encore. Voilà, tout simplement. Tu as vu, j'ai fait super court pour que tu puisses justement aborder les sujets suivants. Voilà. Je rêve d'un monde où on dira, voilà, alors on a modifié l'exé pour essayer de lancer les jeux Linux sous Windows. Ouais. Et les licornes, elles font caca des paillettes aussi, tant que tu y es, quoi. Et exactement, et les princesses, elles font pas caca de toute façon. Le Tux, tu vas nous parler de bureau avec Cinnamon. Ouais, en fait, pas que de Cinnamon. Mais en fait, Cinnamon, je vais pas en parler beaucoup, puisque donc Cinnamon est sorti cette semaine en version 6.2. Pour l'instant, à part AndoverOS, où on peut déjà le tester, il n'est pas testable ailleurs. Mais on va vous en parler plus longuement, en large, en travers, quand Linux Mint 22, qui est dans les starting blocks, sortira d'ici quelques semaines, je pense. Ouais. On vous dira un peu tout ce qu'il y a de nouveau dans Cinnamon 6.2. Il y aura il y aura un dossier spécial, d'après toi. On va demander à notre expert de faire un dossier peut-être. Mais on lui demande pas son avis, on lui impose des dossiers. Je vous expliquerai après ce qui s'est passé. Bon, oui, next. Allez, KDE Plasma. KDE Plasma 6.1, donc il y a quelques mois, KDE faisait sa révolution en sortant la version 6 et en passant au framework KDE 6 et en passant à Qt6. Cette version 6.1 qui est sortie la semaine dernière, c'est la première version qui suit ce grand changement et apporte surtout des nouveautés pour la personnalisation avec une vue personnalisation qui permet de se rendre compte assez facilement de comment on est en train de le transformer.
Gestionnaire de mot de passe après, non? Voilà, donc là, il nous accélère. Hein, pardon, excuse-moi. Alors, il faudra me donner un top. Un top, voilà. Bon, oui, gestionnaire de mot de passe, comme tu l'introduisais si bien, qui passe XE, qui passe en version de 7.9. C'était juste pour vous dire, attention, nouvelle version, mettez à jour en termes de nouveautés, c'est surtout des bugs fixes. Ouais, des bugs. On va continuer. Alors cette fois là, on va passer à une suite bureautique, OnlyOffice, qui sort en version 8.1. Cette version, franchement, je la trouve plutôt géniale parce qu'elle introduit un véritable éditeur de PDF qui permet de... J'ai cru un éditeur de texte, un vrai éditeur de texte. Non, ça, il savait déjà le faire. Mais la principale nouveauté, là, c'est vous ouvrez n'importe quel PDF, vous passez le OnlyOffice dans sa visualisation du PDF en mode édition, et là vous pouvez déplacer les images, déplacer le texte, corriger le texte et tout ça. C'est assez formidable, ça ressemble un peu à du Adobe Acrobat, mais version open source. Et tu sais de quoi tu parles parce que tu as fait carrément un article dessus. Ouais, j'en ai parlé. Bon, après il y a d'autres nouveautés où en fait ils s'inspirent beaucoup de Microsoft Office pour présenter des nouvelles fonctionnalités. Par exemple sous PowerPoint, diaporama, présentation, je crois que ça s'appelle, dans OnlyOffice, où en fait on se retrouve avec des masques de diapos pour pouvoir faire l'équivalent de style mais version diapositive. Ça c'est typiquement Microsoft parce que sous LibreOffice, donc l'autre suite alternative à Microsoft Office, ça apporte un nom complètement différent et ça a une interface complètement différente. Voilà, OnlyOffice 8.1, je vous invite à la tester pour modifier vos PDF. Très bien. Autre sortie de la semaine, Darktable qui sort en version 4.8. Donc Darktable, célèbre éditeur de fichiers RAW, éditeur fichiers RAW, images RAW. Bon, tu m'intéresses pas. Pardon. Donc des nouveaux formats d'appareils photo pris en charge avec pas mal de nouveautés. Les connaisseurs iront tester cette nouvelle version. Et enfin, on va terminer cette longue séquence de sorties puisqu'on c'était assez riche. Ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas fait de podcast. Ouais. Donc les sorties se sont accumulées. Et on va terminer avec un éditeur de vidéo qui s'appelle OpenShot qui sort en version 3.2. La version 3.1 était sortie il y a un an. En termes de nouveautés, cette version-là n'apporte pas non plus grand-chose de très révolutionnaire, à part le fait qu'on peut changer le thème de l'application. C'est vachement utile, c'est vachement bien. C'est ça, il y a que ça comme nouveauté? Non, quand même pas. Non, il y a une nouveauté pour le côté applicatif, cette fois pour les vidéos. On peut faire de la suppression automatique des blancs qui auraient entre les clips déposés sur une timeline. Okay. Si vous voulez tout condenser, vous avez déposé vos trucs un peu à la chauffage sans vous assurer qu'ils étaient bien collés, vous faites un clic droit en tête de timeline, vous pouvez supprimer tous les espaces entre les clips, ou si c'est que un clip que vous voulez, un espace que vous voulez supprimer, vous cliquez dessus, vous pourrez supprimer. Voilà, et des corrections de bugs. Pas mal, pas mal. Ouais. Bien, ok, on a fini la liste. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, forum, Salon Matrix, pardon. Salon Matrix. On est où là? Librement Linux podcast, pardon. Ouais, il te reste un quart d'heure pour nous parler de temp. Un quart d'heure, t'es gentil, 10 minutes. Allez, on part sur le dossier de la semaine. Librement Linux, le dossier. Il est bizarre ce jingle. Oui, dossier temp. Alors, pour vous recontextualiser, j'étais pas là au moment de la préparation de l'émission. Et mes deux camarades m'ont dit, tiens, tu t'occuperas du dossier temp. Comment ça, temp? Oui, la différence entre TMP et /var TMP. Là, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, je vais leur poser en direct la question. Pourquoi, les gars, vous m'avez commandé ça? Parce que d'habitude, on parle pas de trucs hyper techniques de ce genre. Pourquoi /TMP et /var /TMP? En fait, tout ça, c'est venu d'une annonce Debian qui annonçait un changement au niveau de la gestion de ces dossiers. Et voilà. Et puis, moi, je me suis un peu penché sur la question et je trouvais ça assez passionnant de savoir comment fonctionnaient ces dossiers-là. Je n'imaginais pas que c'était
aussi calculé avec. Si, c'est très voilà, calculé. Et donc j'ai découvert ça et je me suis dit, putain, il y a des choses quand même intelligentes qui sont faites et tout. Ouais. Et donc, comme Cédric, les absents ont toujours tort, on s'est dit, allez, on va le mettre on fait le bébé au gars qui est absent. Il va nous expliquer tout ça. Très bien. Alors je vous Imagine, rappelle... ça aurait pu être moi. Hein. Donc, imagine si ça avait été moi qui devais présenter ce genre de dossier. On serait dans la merde. Vraiment. Non, ChatGPT ou Gemini t'aurait bien aidé. Gemini, ouais, ce que j'allais dire, t'avais demandé à Gemini, il allait te sortir un texte. Bon, après, c'est pas faux. Alors, il faut savoir que les dossiers sous Linux, quelle que soit la distribution, n'est pas forcément régi par des règles bien strictes. Par contre, il y a des règles qu'on devrait respecter ou qui pourraient être respectées. Et notamment la règle concernant la structure des fichiers sous Linux s'appelle le FHS, le File System Hierarchy Standard. Donc en fait, ça définit toute l'arborescence que vous avez sous Linux, excepté le contenu des dossiers Home. Donc la FHS parle du Home, mais pas du contenu de chaque dossier utilisateur. Et dans la FHS, on trouve notamment la mention de /tmp et /var tmp. Mais déjà, on va commencer, c'est quoi des fichiers temporaires ou le dossier temporaire TMP? Vous avez une petite idée, les gars? Non? C'est quoi un dossier temporaire? Un dossier que tu peux effacer une fois que tu as fini de l'utiliser. Alors, le dossier dont tu l'effaceras pas, s'il te plaît. Par contre, le contenu, oui, tu peux. Donc, en effet, un dossier temporaire contient des fichiers temporaires. Voilà, la réponse tient en une phrase. Quand t'as dit ça, t'as tout dit. Non, en fait, quand tu crées des fichiers temporaires... Et tout ça pour ça, quand même. Hein. C'est ça. Pour créer des fichiers temporaires, c'est quoi des fichiers temporaires? Des fichiers temporaires, ce sont des données intermédiaires, des fichiers de cache, des fichiers de session ou d'autres types de fichiers. Et quand on a dit ça, on a à peu près tout dit. Ok, très bien. Mais en fait, normalement, on a ces fichiers avec une conservation qui est assez courte. Mais va y avoir une différence entre /tmp et /var tmp. Il faut savoir que /tmp, normalement, doit être d'un accès le plus rapide. Oui, parce que 10 fichiers temporaires, c'est pour faire du traitement du calcul. Donc il faut que l'accès soit le plus rapide possible. Donc il a été convenu que /tmp, en plus d'être dans un disque ultra rapide, on pouvait le mettre également en mémoire, ce qu'on appelle le TMP, la RAM TMP ou je sais plus quoi. Je l'avais évoqué déjà il y a 2 ans. Et en fait, dans la plupart des distributions, aujourd'hui, notamment Fedora depuis 2 ans, le TMP est mis carrément dans la RAM. En tout cas, une partie du TMP est mis dans la RAM pour que l'accès se fasse de manière ultra rapide. Ouais, mais moi, j'ai pas 64 Go de RAM. Eh ben oui, le problème est là. C'est que, qui dit accès rapide dans des zones ultra rapides, c'est des zones qui coûtent cher, donc il n'y en a pas forcément en grande quantité. Eh ben le /temp, il y a certains systèmes qui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, réduisent la taille en disant, attention, tu n'as le droit que à 8, 16, 64 Go. Donc le /temp, généralement, il est en mémoire, il est d'accès rapide, et normalement, c'est pour un stockage à court terme. Et d'autant plus à court terme que si vous redémarrez la machine, je vous donne dans le mille, la mémoire se vide. Donc, vous ne retrouverez pas les fichiers temporaires que vous avez stockés à la session précédente. À l'inverse, /var /tmp, lui, normalement, est plutôt sur des disques physiques, donc normalement ne sont pas effacés à chaque redémarrage, et la capacité est beaucoup plus importante. Donc on peut stocker des fichiers temporaires de taille supérieure. Vous allez me dire, ouais, mais si j'ai des fichiers temporaires, normalement c'est pas bien gros. Ouais. On parle d'un montage audio ou montage vidéo? Vous allez voir la taille des temporaires. Donc, voilà, je vous ai défini le /tmp, qui est normalement court et rapide, et le /var tmp qui est long, qui est long et plus, qui est grand, et plus long. Aucune allusion, voilà, aucune allusion. Tu préfères lequel des deux, Cédric? Peu importe, peu importe. Alors, j'ai envie de dire, je pourrais m'arrêter là. Mais non, parce qu'il y a des petits malins qui se sont dit, ouais, mais normalement, si c'est du temporaire, on peut effacer les temporaires. Surtout, ça prend de la place pour rien. Alors, pour rien, je suis pas sûr. Si c'est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et si c'est pas effacé, c'est que soit le programme est mal conçu, soit, en effet, c'est là parce qu'on en a besoin au prochain redémarrage. Mais il y a des petits malins dans certains systèmes d'exploitation, et notamment Fedora. Oui, désolé, c'est ma distribution de base. Il existe je vais y arriver. Un démon système qui s'appelle systemd et qui gère la purge des fichiers qui se trouvent dans var tmp, qui s'appelle donc systemd tmp files.
Par défaut, il va pas les toucher, mais on peut modifier la configuration donc de systemd TMP file pour effacer les fichiers au prochain redémarrage ou effacer les fichiers ultérieurement sous 10 jours, 20 jours, 30 jours, etc., etc., etc. Ce qui peut poser certaines problématiques. S'il y a des fichiers temporaires qui sont là, par exemple, je lance Audacity, il se crache. Si mes fichiers temporaires sont effacés, quand je vais rouvrir Audacity de nouveau au prochain redémarrage de mon PC, il trouvera plus les fichiers temporaires, donc il pourra pas récupérer ma session que je n'avais pas sauvegardée. Donc mes 3 heures de montage que j'ai pas sauvegardées seront perdues à tout jamais. Donc il y a un petit danger quand même à supprimer le /var/tmp. Et enfin, pour ceux qui programment, pour ceux qui font de la programmation sous Bash ou des choses comme ça, en ligne de commande, il existe des commandes qui permettent de créer des dossiers et des fichiers temporaires sans vous casser la tête. Parce que je vous rappelle qu'un fichier temporaire doit être unique, le nom en tout cas doit être unique. La permission d'accès, en fait, c'est seul le programme ou l'utilisateur qui a créé le fichier temporaire qui doit avoir accès au fichier temporaire. Je vais vous donner un exemple. Quand vous ouvrez un site internet avec un PDF à l'intérieur, le PDF va se charger dans le dossier temporaire. S'il a des permissions qui est accessible à tous, en fait, n'importe qui a accès au PC pourra avoir ce fichier PDF. Par contre, s'il a les permissions uniquement pour vous, je sais pas, il y a un téléphone qui vibre, s'il a un accès simplement exclusif pour vous, même si les autres verront qu'il y a un fichier temporaire là-dedans, un PDF, ils pourront pas le lire. Voilà. Donc, c'est important de bien créer des fichiers temporaires. Et donc, il y a une commande qui existe qui s'appelle mktemp et qui permet de créer soit des dossiers temporaires, soit des fichiers temporaires. Et donc, ça vous génère un nom de fichier unique avec les permissions qui vous est propre. Voilà, j'ai fini. Ouais. Est-ce que vous avez tout compris ou est-ce qu'il faut que je revienne sur certaines notions ? Mais c'est terrible parce que j'ai tout compris, quoi. Ouais, c'est super clair. Ah bon, merci. Ouais. Très bien. J'en ai fait une vidéo pour ceux qui veulent avoir l'image, donc c'est sur la chaîne S'informer sans blague. Non, j'ai pas optimisé le travail, pas du tout. Normalement, la vidéo aurait dû sortir en même temps que le podcast, mais on a eu un problème de planning au dernier moment qui a fait que la vidéo est sortie avant. Je n'ai pas voulu griller mes camarades. Mais voilà, j'ai fait en même temps, pendant mes recherches, j'ai fait donc une vidéo qui vous explique à peu près la même chose que je viens de vous expliquer à l'oral. Génial. Et le lien de la vidéo est dans la description de cet épisode. N'est-ce pas ? Merci. Oui, donc c'est bien de préciser que Cédrix a lui aussi une chaîne YouTube. C'est bien de préciser aussi ça. Il va falloir peut-être le mentionner aussi sur mais je pense que de plus en plus on va le mentionner parce qu'il y a de plus en plus de dossiers qui vont devenir super intéressants. Notamment, je suis en train d'aborder la virtualisation et je fais de la virtualisation sur des PC qui en fait que tout le monde pourrait s'acheter. Et là-dedans, je lance à peu près une dizaine de machines virtuelles qui me font du filtrage DNS, qui me fait je ping certains sites pour voir s'ils sont toujours présent, je peux scanner aussi du contenu pour savoir si du contenu est modifié. Enfin bon, bref, je vous ferai plein de vidéos comme ça. Ouais, c'est excellent. Je suis en train de m'éclater comme un petit fou. Bref, voilà. On va passer au coin des poditeurs, vous voulez bien ? Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Librement Linux, le coin des poditeurs. Je pense que ma tablette est passée en mono, parce que le jingle n'est pas comme d'habitude. Le coin des poditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté, Steve, sur la chaîne YouTube, en commentaire, sur les épisodes de Librement Linux ? J'ai eu un petit commentaire qui faisait mention sur Calibre, qui disait qu'effectivement, c'est vrai que malheureusement, moi, je ne connais pas très très bien Calibre. J'ai refait un copier-coller sur notre canal à nous pour pouvoir justement peut-être le partager avec vous, les copains. Donc pour Calibre, c'est que techniquement c'est possible d'en faire un GED, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit sa vocation. Oui, d'accord, ça y est, je sais de quoi il fait référence. Oui, d'accord. J'avais évoqué que Calibre pouvait faire de la GED, donc de la gestion électronique de documents, donc en fait de gérer ses factures, etc. Avec des mots-clés pour mieux retrouver ces documents. En effet, j'avais évoqué cette possibilité-là. Donc en effet, il nous fait un retour là-dessus qui dit que techniquement c'est possible, mais qu'il n'est pas sûr que ce soit sa vocation. Je te confirme. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Ouais. Voilà, je l'ai fait. Puis alors, il ajoute ici que oui, OVH, il faut pas l'oublier, comme le font les politiques européennes, préférant appuyer les solutions américaines pour héberger des datas santé des Européens. Alors, j'ai pas très bien compris la phrase, mais je pense que vous savez de quoi il parle aussi. Ouais, c'était en référence à notre discussion sur la souveraineté
européenne de nos données et que nos gouvernants utilisaient toujours soit de l'Amazon, soit du Microsoft pour héberger nos données à l'étranger. Même si, à l'étranger, les data centers sont peut-être sur le territoire européen, mais on est quand même sur la juridiction américaine. À mon avis, il y a du backchiche là derrière. Ah, ouais, peut-être bien, ouais. Alors après, il fait mention de Quant, j'y croyais, mais je pense que ils sont dead depuis un bon moment, malheureusement, 3 petits points. Ce qui est tout à fait probable. Et alors après, il termine avec une phrase qui fait 4 lignes. Alors là, je me permets peut-être de m'étendre un petit peu parce que pour ton billet, je me demande de quel billet il parle, je n'ai pas de mots, moi non plus. Mais oui, les enflures existent toujours, que ce soit IRL et d'autant plus lorsque les gens se retrouvent derrière leurs écrans où finalement il s'est dévoilé. Mais bon, il faut pas prendre ça de manière personnelle. Généralement, la connerie des gens, c'est pas sélectif. Qui sait, tu n'es pas d'ailleurs peut-être même sa première cible. Ça me fait penser à Gad Elmaleh, personnellement, 3 petits points. Merci à vous 3 pour cet épisode bien riche. Point d'exclamation. Oh, j'adore. Ce mec, j'adore. Merci Box. Merci. Voilà. C'est vrai, merci pour ton retour. Oui, Gad Elmaleh dont je t'avais évoqué une vidéo qui en traitait. Ouais, tout à fait. Voilà. Très bien. D'autres retours, Steve, non ? Pour l'instant, rien du tout. Rien du tout. Enfin, non, pas rien du tout, mais non, j'ai pris. Rien de notable. Non, on a reçu un petit commentaire sur notre canal Matrix de quelqu'un qui disait qu'il adorait effectivement nos podcasts, mais que malheureusement, il entendait un peu trop régulièrement des clics de souris. Et c'est vrai, 1000 excuses. C'est vrai que fatalement, rester figé sur notre écran, lire nos textes, etc. C'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir envie de faire quelque chose en parallèle parce qu'on est des mecs et donc on a un cerveau qui est multifonction et on sait le faire justement. Et donc c'est la raison pour laquelle justement on clique. Désolé. Encore on regarde le compteur, on regarde le conducteur, on regarde plein de choses quoi. Voilà, on regarde des vidéos en parallèle aussi. Merde, il faut que je raconte un truc là. Attends, bouge pas, je l'ai vu dans la vidéo là. Donc voilà, mes excuses, pardon. Après, moi j'ai un retour de LS Smart qui nous en fait régulièrement à chaque épisode de podcast, qui nous dit salut, vive l'humour, la caravane passe, les chiens aboient. Sur le fond, vous êtes bien orienté sur le libre, pourvu que ça dure. Vinteuil est un must-have. Ouais. C'est vrai qu'on a eu beaucoup depuis le billet, enfin le billet, j'ai envie de dire mon coup de colère que j'ai eu il y a à l'épisode précédent, on a eu beaucoup de remontées en disant non mais continuez les gars, c'est très bien, on aime bien ce mélange, etc. On a eu beaucoup d'encouragement, donc en effet merci beaucoup. On peut pas tous vous citer, mais on a eu des retours sur le salon Matrix notamment. Merci à tous, ouais. Merci. D'autres retours, d'autres non ? Et toi, t'en as eu, Cédric ? Non, parce que moi, je vis pour Librement Linux et que pour Librement Linux, donc voilà. Sur Exochain, non, j'ai pas eu de retour, non. Je remercie pas Gaëtan qui voulait pas venir aujourd'hui, il m'a fait subir 1h30 voire 2 heures de conférence Apple pour la WDC 2024 mais je me suis emmerdé au plus haut point. Il y a ce qui était intéressant, ils l'ont pas dit, voilà. Ils ont parlé d'IA qui sera même pas présent à la prochaine version d'iOS, voilà. C'est que pour les versions bêta, c'est magnifique. Non, mais et lui, quand je l'invite dans Librement Linux, non, il a autre chose à faire. Va te faire cuire un œuf, Gaëtan. Voilà. Évidemment, c'est amical, c'est quand tu veux. Non, en tout cas, c'est très amical. Ne vous inquiétez pas, on se fâche pas. Eh bien, j'ai l'impression qu'on est... Merci pour votre fidélité. Merci à Enrique de Wildbeat Music. Je vous rappelle que cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons 4.0 international, je crois. Je le fais de mémoire. J'ai appris mon texte par cœur. Salon Matrix, mais ça, je vous l'ai répété tout au long de ce numéro. Eh bien, on va clore cet épisode. J'espère que vous êtes bien amusés. En tout cas, nous, on s'est amusé à le faire et on vous donne rendez-vous au prochain épisode de Librement Linux. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bye bye. Tu dis pas bye, Steve ? C'est déjà barré. On a perdu Steve. D'accord, très bien. Bon, au revoir, Steve. Générique.
Pinecast. Bon, les loulous, je crois que je viens d'être, en plus de ça, coupé d'internet. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Je suis vraiment navré parce que j'aurais bien voulu faire la conclusion avec vous. Mais bon, je continue tout seul comme ça en alone et je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Non, je peux pas dire ça malheureusement. Mais à très vite, à très bientôt. Voilà.